Mais pour se mettre dans le bain, un extrait du film Looking for Eric de Ken Loach. En 2005, rappelez-vous des supporters de Manchester United mécontents de voir leur club racheté par le milliardaire américain Malcolm Glazer décident de fonder un nouveau club dans la même ville. Il s'agit du FC United of Manchester. Et tout cela pour ne pas être complice de l'esprit foot business. Un choix, un engagement, pas toujours facile à vivre quand on a l'âme d'un supporter. Comme vous allez le voir dans cet extrait, Ken Loach s'en amuse beaucoup. On regarde et n'oubliez pas, abonnez-vous à Mediapart. 4 mois pour 19 €, c'est l'offre qu'on vous fait. Profitez-en, elle dure jusqu'à minuit. A tout de suite. Hey, what's the shirt, mate? FC United, mate. People's Club. Wouldn't wipe my arse on that, pal. Oh, yeah. Rough off you went. Sit down, Spleen. You're having a heart attack, for God's sake. Give us that pint. Listen, pal, you run off and left us. They left me. Who left you? United, the most famous team in history. We've got over 300 million fans. Have they left you? Yes. I told you this before, right? A bloke once said, leave your wife, you can change your wife, change your politics, change your religion, but never can you change your favourite football team. Oh, yeah, all right, we may be small. We may be small, but you know what? There's no fat bastard chairman can sell us out for 30 pieces of silver. Club, yeah. And I'll tell you what, that's what he said about United. 1878, wasn't it? Yes. Newton Heath they were called lowly railwaymen. Hey, what about that? You're pissing on your own history, you know that? No, it's still there. Still there. It's all in the art. Still there. We'll never die, pals. He never fucking goes, Judge, anyway. What are you talking about? Do you know, I've told him there's no secret of the facts. I can't afford it. I can't afford to send the kids. Exactly, that's the point, innit, you daft get. Car parks don't lie. You have a look. Have a look now. What kind of car parks in there on a match day? Not the kind of cars we can afford. How many postmen you know go to the game? We're going on bikes with fucking baskets on the front. Won't they glaze up the sky? Still sing city's gonna die. To United, one soul is one. As the Busby babes carry on. Carry on! Oh, matron! Hypocrites, yeah? Walking adverts, look at you, just sponsors' names on your chest. We don't have a sponsor on our chest. Hey. We're like Barcelona. Who would sponsor you? You sat there on a Tuesday night, you know the fuckers who put 50, 60 million quid in Edward's pocket, Yeah. filling Murdoch's fucking pockets. What the fuck are you doing here? Fucking don't know what you're doing. You make me sick. And you're going to shut the fuck up, right? I'm going. Fuck off. The game's just started, you fucking knob. Where are you going, you fucking matches out? We're going to walk your dog. Hey, yeah. Let's get back to you. Yeah. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Mediapart Live consacré au football. Troisième et dernière partie de notre grande soirée. Ce thème, troisième partie, c'est se demander est-ce qu'on peut être progressiste et aimer le football ? C'est la vraie question. Comment est-ce qu'on peut être passionné de foot tout en étant conscient de ce système que nous avons décrit depuis 20h30, où il était essentiellement question, certes, de compétition, mais aussi d'argent, un peu de corruption, etc. Pour animer ce débat, Stéphane alias de Mediapart à mes côtés. Bonsoir Stéphane. Stéphane, quelques mots d'abord. Oui, quelques mots juste pour cadrer et problématiser ce débat entre derniers rescapés du foot de gauche. Parce qu'au début, on s'était posé la question en préparant si on se faisait un débat qui s'est déjà fait plusieurs fois. Le football est-il de gauche ou de droite ? Mais en vrai, nous, la minorité de Mediapart qui aime le foot, on sait déjà répondre à cette question. Il y avait un foot de gauche, c'était le football offensif. Il y a eu un foot de droite qui a gagné depuis, c'est le Catenaccio, c'est Elenio Herrera. On construit pour gagner et d'un coup, on se rend compte que ceux qui détruisent pour ne pas perdre l'ont emporté. S'ensuit le libéralisme, le foot business. Tout cela, en fait, on le sait. On l'a déjà pas mal documenté lors des 2 premiers plateaux. En tout cas sur les dérives que ce foot business provoque. Nous, on a plutôt voulu s'interroger sur comment on pouvait encore être aujourd'hui progressiste ou de gauche et aimer le foot malgré tout ce qu'on s'est dit là depuis le début de l'émission. Alors comme on a privé Edoui Plenel d'édito parce qu'on avait trop peur qu'il interdise l'euro, qu'il appelle interdire l'euro, ce genre de choses, je vais quand même faire un petit peu de Plenel et raconter un petit peu ce que peut être pour nous les derniers résistants du foot de gauche. On a un panthéon, on a quand même des valeurs.
alors on a quand même des références à faire valoir. La première, il y en a des évidentes, c'est celle de Gramsci, le football et le royaume de la liberté humaine exercée au grand air. C'est Camus, mais alors Camus c'est compliqué parce que moi pendant 20 ans j'ai pas arrêté de dire Camus dit tout ce que je sais, tout mon savoir, toute ma philosophie, je la tiens du football. Bon, en parlant avec Jérôme Latta des Cahiers du foot, il m'a dit fais gaffe parce qu'elle est complètement bidon cette citation. Alors j'en ai quand même retrouvé une autre de Camus, qui était quand même le gardien du football club de l'université d'Alger et qui a quand même dit sur le football, je le retrouve, j'ai appris que le ballon n'arrive jamais par où on croit qu'il va arriver. Cela m'a beaucoup aidé dans la vie, surtout dans les grandes villes où les gens ne sont en général pas ce qu'on appelle des gens droits. On a aussi la Bible, parce que là, au moins, nos amis de gauche qui n'arrêtent pas de nous dire c'est des milliardaires en crampons, pourquoi tu t'intéresses à ça, au moins on leur sort Eduardo Galeano, la référence ultime pour tout gauchiste qui aime un petit peu l'Amérique du Sud. Il a écrit Les veines ouvertes de l'Amérique latine, un bouquin référence, mais il a également écrit Le football, ombre et lumière, un recueil de plusieurs moments très très drôles, très très humain, très très politisé, qui nous rend à nous un petit peu d'honneur et qui nous rend encore un peu confiance en nous-mêmes. Quand on regarde un match de foot, on a moins honte quand même quand on pense à Galeano. Et je vais juste vous donner une citation d'Eduardo Galeano pour lui rendre hommage et puis pour finir ce petit cadrage et que nous présentions un petit peu les invités ces derniers des Mohicans avec qui nous avons discuté pour dire que le football est encore, un autre football est encore possible. C'était la maxime, ça le reste encore des Cahiers du football, nos partenaires de ce soir. Eduardo Galeano, donc un Uruguayen, un grand intellectuel uruguayen, nous explique comme le tango, le football a grandi dans les faubourgs. C'est un sport qui n'exigeait pas d'argent et qu'on pouvait pratiquer sans autre moyen que l'envie de jouer. Grâce au langage du football, qui commençait à devenir universel, les travailleurs expulsés par la campagne s'entendaient parfaitement avec les travailleurs expulsés par l'Europe. L'espéranto du ballon unissait les autochtones pauvres et les manœuvres qui avaient traversé l'océan depuis Vigo, Lisbonne, Naples, Beyrouth ou la Bessarabie et qui rêvaient de conquérir l'Amérique en élevant des murs, en déchargeant des bateaux, en enfournant le pain ou en balayant les rues. Le football avait fait un beau voyage. Après avoir été organisé dans les collèges et les universités anglaises, en Amérique du Sud, il égayait la vie de gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans une école. C'est merveilleux et vous l'avez compris, ce n'était pas un recadrage de la part de Stéphane Aliès, c'était un plaidoyer en faveur du football. Et en gros, vous nous dites, Stéphane, que oui, on peut être progressiste et aimer le football, mais on va en débattre tous ensemble. Et je vous présente nos invités qui nous rejoignent, qui nous font le plaisir de nous rejoindre pour cette dernière partie. Je vais commencer avec vous, Nicolas Xismartov. Vous êtes journaliste à SoFoot, auteur du blog Never Trust a Marxist in Football. Ne faites jamais confiance à un marxiste dans le football. Auteur de FSGT, du sport rouge au sport populaire. On va expliquer ce que c'est tout à l'heure, édité par La Ville Brûle et FSGT. Bonsoir. Bonsoir. Cécile Chartrain, bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Les Dégommeuses, club de foot militant féministe et LGBT. Et vous êtes aussi la seule femme à avoir accepté notre invitation ce soir. Je tenais à le préciser pour ceux qui pourraient considérer que Mediapart n'aurait invité que des hommes pour parler de football. Voilà, on a pris les devants. Je vous recommande quand même un site au cas où vous ne trouveriez pas d'experte, un site qui s'appelle lesexperts.com. Voilà, c'est vrai que souvent... Mais alors, c'est pas tant la difficulté de savoir où sont les experts, c'est que les experts ne nous ont pas répondu positivement. Voilà, c'est ça. On a essayé, comme lors de tous les autres débats. Mediapart, où on essaie d'avoir le souci de la parité. Là, il faut bien reconnaître que ça s'est avéré beaucoup plus compliqué. On a tenté, mais on a eu pas mal de réponses négatives, hélas. Et nous le regrettons. Nous poursuivons les présentations avec vous, Renaud Epstein. Vous êtes sociologue, spécialiste des politiques urbaines, maître de conférences en sciences politiques. Vous avez aussi été l'un des coordinateurs du numéro 78 de la revue Mouvement, qui est sorti en 2014, avant le mondial, et qui était intitulé « Peut-on aimer le football ?» Et enfin, Nicolas Bonnet-Oulalge, vous êtes président du groupe communiste à la mairie de Paris, responsable de la commission sport du PCF depuis 2009 et auteur de Libérer le sport aux éditions L'Atelier. Bonsoir à tous et merci. Alors, Cécile, on va commencer avec vous, parce qu'enfin une parole féminine, au bout de 2 heures de discussion, effectivement un petit peu testostérone, comme tu l'avais dit. Donc on se retrouve toujours un peu, un bon point. Avec les dégommeuses, on voulait déjà commencer ce débat pour montrer qu'on peut prendre le terrain
pour militer et pour faire un petit peu avancer des causes, en l'occurrence la cause des femmes. Cette semaine, vous organisez, en essayant de profiter du lancement de l'euro, une manifestation qui s'appelait Food for Freedom. D'où ça vous est venu, cette volonté de prendre le terrain, et qu'est-ce que vous entendez mener comme combat via les dégommeuses? D'accord. Alors, d'où ça nous est venu, personnellement et comme plusieurs autres membres de l'association, je suis passionnée de foot depuis mon enfance et je pense que le foot a été le terrain premier dans lequel j'ai subi, expérimenté des discriminations depuis mon plus jeune âge. Voilà, donc j'ai renoncé au foot pendant un temps, j'ai commencé à le pratiquer avec des garçons. À l'âge où les filles et les garçons doivent se séparer, c'est-à-dire vers 12 ans, j'avais intériorisé moi-même les stéréotypes autour du foot féminin et de la faiblesse du foot féminin. Donc, j'étais pas tellement en âge de conscientiser non plus toute la domination masculine qui existe dans ce sport. Mais du coup, bon bref, j'ai renoncé pendant un temps. Et puis plus tard, avec un parcours féministe, avec l'expérience des discriminations dans d'autres domaines de la vie sociale, je dirais, j'ai eu envie de monter avec des copines qui, pour beaucoup d'entre elles, étaient déjà des militantes féministes ou des gens qui avaient été actifs dans le milieu de la lutte contre le sida. On a eu envie de monter une association, déjà pour jouer au foot un peu plus facilement. Parce que lorsqu'on cherchait à jouer dans les terrains publics, les jardins, c'était très compliqué. Les terrains étaient squattés majoritairement à 95% par des hommes. On avait du mal à s'y faire une place. Donc se constituer en association, c'était une manière finalement de revendiquer des créneaux à la mairie de Paris. Et c'est bien pratique quand on veut jouer, qu'on est une femme. Et puis ensuite, donc, on avait cette idée que le foot est un lieu d'expression de l'hypermasculinité, d'affirmation des valeurs viriles, et que donc il y avait des choses à faire autour du foot pour travailler autour de la lutte contre les discriminations, essayer de faire bouger un petit peu les lignes. Donc nous, notre créneau, je dirais, c'est avant tout la lutte contre le sexisme et l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie en particulier, parce qu'on parle souvent d'homophobie dans le sport et on oublie que la lesbophobie et la transphobie existent, y compris dans le foot féminin. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Et voilà, donc on mène des actions à la fois de plaidoyer via les réseaux sociaux, à travers des communiqués de presse dans les médias parfois, en interpellant des politiques, et également des actions de sensibilisation qui peuvent être des rencontres débats, des matchs en marge desquels on essaie de créer des temps de dialogue avec des jeunes, des moins jeunes. On est allé jouer en prison aussi avec des hommes. Et puis voilà, on travaille autour d'outils pédagogiques également, des quiz, des brochures de promotion du foot féminin chez les jeunes, des cycles de rencontres, débats, voilà. Vous parlez de foot féminin, est-ce que justement, comme quand on est écrasé par le libéralisme, on essaie tout le temps de se raccrocher à quelques victoires sociales, est-ce que finalement la reconnaissance du foot féminin, au moins à la télé, n'est pas déjà un petit motif d'espoir, se dire que bon, on peut réinverser un peu le cours des choses et que par exemple la parité, si ce n'est sur le plateau de Mediapart, au moins progresse un peu dans la couverture de l'équipe de France féminine? Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas nier qu'il y a eu des progrès ces dernières années en termes de médiatisation. Voilà. D'ailleurs, il y a des scores d'audience qui sont très bons et qui, je pense, sont de nature à encourager à la fois la presse à couvrir davantage et les sponsors à investir davantage aussi le foot féminin. Maintenant, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, j'ai tendance à le voir à moitié vide. Mais il y a encore plein de problèmes qui existent. Et j'en signalerai un, par exemple, qui pourrait paraître marginal, et après je reviendrai peut-être à des choses un peu plus évidentes. La politique de féminisation du football en France, développée par la FFF depuis 2012, s'est appuyée finalement sur une communication qui cherche à mettre en avant tout des femmes hyper féminines. Donc je dirais qu'on a tellement voulu lutter contre le cliché de la footballeuse lesbienne ou de la lesbienne footballeuse, on ne sait pas tellement dans quel sens prendre ça. La footballeuse qui est plus proche de l'homme dans son comportement, sans penser à sa sexualité. Voilà, avec des associations d'idées rapides entre masculinité et lesbianisme, évidemment. Mais bon, en fait, on passe son temps à essayer de rassurer les mamans, les papas, les plus grands sur le fait
fait que, ouais, on peut être une fille féminine et jouer au foot, être une fille qui sait rester féminine tout en pratiquant un sport tel que le football dit masculin. Et donc, bon, ça produit finalement des formes d'exclusion aussi, et ça conforte des stéréotypes de genre qu'on retrouve dans d'autres sports et sur d'autres terrains. Renaud Epstein, vous avez coordonné le numéro 78 de la revue Mouvement, intitulé donc « Comment peut-on aimer le football ?» Ça ne doit pas être évident quand même, connaissant un peu Mouvement, une revue de gauche critique. Le sujet n'a pas dû s'imposer comme ça, non ? Vous avez souffert d'une forme de discrimination. Vous êtes, quand aimer le football et être progressiste, ça doit être compliqué ? On en a discuté en interne. Alors d'abord, j'ai pas coordonné seul. On était. D'ailleurs, au regard du débat sur la présence féminine autour de ce plateau, on avait une équipe de coordination qui était quasiment paritaire. Il y avait Armel Andro, Catherine Achin. Parmi les auteurs qu'on a sollicités et les papiers qu'on a obtenus, je crois on n'est pas tout à fait paritaire, mais on a 40% de femmes. Donc il y a quand même aussi des femmes que ça intéresse et qui ont des choses à dire sur le sujet, non seulement sur le sport, sur le foot féminin, y compris sur le foot masculin. Voilà, c'était une petite parenthèse. En interne, quand on a commencé à évoquer l'idée de faire un numéro en prévision du mondial qui allait arriver, c'est vrai que tout le monde dans le comité de rédaction n'a pas sauté au plafond en disant oui, c'est une excellente idée. Parce que c'est un peu les débats que vous avez eus ici sur les deux premiers plateaux. Finalement, le foot incarne dans ses dérives tout ce qu'on déteste. La marchandisation sans fin, des dérives autoritaires, la corruption généralisée, les matchs truqués, la mafia, le dopage, les discriminations, l'homophobie, la lesbophobie. Mais vraiment, quelles que soient toutes les dérives de nos sociétés qu'on aborde, elles se retrouvent dans le foot, et elles se retrouvent de manière particulièrement marquée dans le foot et particulièrement visible dans le foot. Donc évidemment, quand on a commencé à dire ah ouais, si on faisait un numéro foot, on n'a pas une levée de bouclier parce qu'on a un petit comité de rédaction, on discute, mais il y en a un certain nombre qu'on dit non, on en parle déjà trop. Je vois que ça vous fait sourire, vous avez déjà j'imagine, eu les mêmes débats à Mediapart. Et puis à la limite, ceux qui adhèrent ou celles qui adhèrent vont dire ouais, on va faire un numéro foot pour dénoncer tout ça. Et bien sûr, on était un certain nombre à aimer le foot. Il y avait des joueurs, des joueuses, des supporters, des supportrices, tout simplement des amateurs, d'amatrices. On n'avait pas envie, je dirais, d'aller simplement dans cette pente de la dénonciation. On aime bien critiquer, mais on avait envie d'essayer d'articuler, d'essayer de mettre en scène notre schizophrénie, de savoir à la fois que c'était quelque chose qui incarnait tout ce qu'on déteste, et c'était en même temps une passion. Et je crois que tout le monde nous a laissé faire, ou nous a laissé faire ce numéro, ne serait-ce que parce que tout le monde était convaincu que, y compris ceux qui détestent le foot, que le foot est un miroir grossissant qui nous permet aussi de saisir toute une série de dérives qu'on a envie de critiquer. Alors, celles que vous avez dénoncées ici, d'autres dont vous n'avez pas encore tellement parlé et qui me semblent aussi assez intéressantes, sur les transformations urbaines, au-delà des stades en PPP, sur la prévention, ce qu'on appelle la prévention situationnelle, c'est-à-dire la prévention de la délinquance par l'aménagement urbain, le contrôle des foules, les transformations. Il y a toute une série de transformations. Finalement, le foot apparaît comme, je ne sais pas si c'est le signe avant-coureur, mais en regardant le foot, on comprend des choses qui sont ensuite diffusées dans d'autres espaces sociaux, dans d'autres espaces urbains. Et donc, il nous semblait qu'en regardant le foot, on pouvait aussi avoir une critique un peu fine d'un certain nombre de points. Mais pour autant, on ne voulait pas s'en tenir à ça. Et finalement, on ne voulait pas s'en tenir à ceux dont on a parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire au foot pro. Et le foot, c'est quand même avant tout un jeu, un sport, quelque chose qui se vit quand on est amateur sur le terrain. Et c'est le foot amateur, ou d'ailleurs sans doute professionnel, je ne sais pas, c'est avant tout un plaisir. Alors quand on joue, et puis quand on se retrouve entre copains, copines, dans un café. Et moi, ce qui m'a le plus marqué quand on a fait ce numéro, c'est que par ailleurs, on s'est dit, tiens, on va demander à toute une série de gens, des copains, des gens qu'on aime bien, des auteurs, des journalistes, des écrivains, de nous raconter un souvenir de foot. Et ça, c'est absolument marquant, parce que, y compris, je crois que vous pouvez faire l'expérience autour de vous, même des personnes qui détestent le foot, on a tous des moments de nos vies qui ont été marqués par le foot.
pour toute une série de raisons, parce que le foot est omniprésent, il est dans nos vies, et donc il y a des événements de nos vies qui sont associés au foot, il est dans notre imaginaire. Je pense en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est en revenant sur ce sujet, sans exclure évidemment toute la dimension critique, on pouvait aussi ramener des éléments de plaisir, de joie. Fondamentalement, c'est ça qu'on aime, je pense, dans ce jeu. Nicolas Xismartov, vous, justement, pour parler d'autre chose que du foot pro, vous avez écrit un livre sur la FSGT. Moi, je connaissais ça, j'ai participé parfois à des activités FSGT, mais en fait, je me suis rendu compte qu'autour de moi, dans la rédaction de Mediapart, pas grand monde savait ce que c'était. Or, justement, c'est un moyen de montrer que une autre façon de pratiquer le foot en particulier et le sport en général est possible. Est-ce que vous pouvez nous décrire et nous montrer en quoi c'est une survivance un petit peu de l'ancien monde communiste qui résiste encore, la FSGT, mais voilà, comment il y a un contre-laboratoire qui existe, quoi, déjà. Alors, le livre, j'ai beaucoup écrit dedans, mais je ne suis pas le seul, donc c'est un ouvrage choral. C'est chiant avec les plateaux avec les mecs de gauche, à chaque fois ils doivent dire. Non mais voilà, pour revenir, c'est chiant souvent les plateaux, c'est souvent chiant les plateaux avec des mecs de gauche, je suis d'accord, mais la FSGT, c'est la Fédération sportive génie du travail qui est née en décembre 1934. Elle est née de l'esprit du Front populaire, donc on fête les 80 ans, hein, et elle est héritière du sport ouvrier, donc c'était cette branche du mouvement ouvrier qui était spécialisé dans le sport, comme vous aviez des coopératives ouvrières qui voulaient s'emparer de la question de la consommation, comme vous avez eu d'autres secteurs, donc le syndicalisme et pas que. Donc il y avait un sport ouvrier qui était assez embryonnaire en France, qui a été beaucoup plus puissant en Allemagne, puisqu'elle arrivait du nazisme, dans les pays scandinaves, en Belgique, etc. Et donc la FSGT est l'héritière de cette histoire, et aujourd'hui elle existe encore. Elle compte environ 200 000 adhérents, 4 000 clubs, même dans les dom-toms, donc ce qui n'est pas insignifiant. Mais elle est surtout singulière parce que moi je la présente toujours de la sorte aujourd'hui, pour essayer de casser cette image qui peut sembler un peu d'épinal et en noir et blanc. C'est qu'elle est, pour moi, elle est un peu le punk et le hip-hop du sport français aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le punk parce que ça reste très politique au sens vrai du terme, c'est-à-dire qu'il y a des engagements, des choix, un héritage, un passé assumé qui a évolué. Aujourd'hui, dire qu'on est inscrit dans la culture communiste, je ne pense pas que ça soit la meilleure façon de nous résumer et que ça soit correct, mais elle est l'héritière de ça, elle garde un point de vue sur la société, les mouvements sociaux, elle n'a pas le même regard que notre gouvernement, elle ne considère pas qu'ils doivent s'arrêter parce qu'il y a un risque de perturber l'euro, par exemple. Et par ailleurs, elle est le hip-hop parce qu'on prend des éléments des cultures dominantes et du sport, comme tout le monde, et on les subvertit, on les utilise autrement, comme le faisaient les grands DJ du hip-hop qui ont pris des morceaux, des samples des morceaux pour en refaire d'autres choses. Et pour le cas du foot, par exemple, il y a un foot à 7 auto-arbitré, donc il n'y a pas d'arbitre, mais tous les joueurs sont arbitres sur des moitiés de terrain, qui compte peut-être 30 000 pratiquants aujourd'hui à travers la France, qui est né en 1968 dans les cours d'usine occupés, et dans cet esprit-là, et qui s'est aujourd'hui vraiment enraciné, qui maintenant connaît même des formats à l'étranger dans le cadre de nos relations internationales, que ce soit en Tunisie, en Palestine, au Japon. Et ce foot à 7 a cette particularité, c'est qu'à la fois il est effectivement une réinterprétation du football, avec des règles particulières, un sens particulier, qui est on veut dire que le jeu vous appartient et vous n'avez pas à vous remettre à un avis extérieur en attendant qu'il y ait un carton qui sorte, et que par exemple il n'y a pas de tacle ni de hors-jeu, ce qui enlève à peu près 80% des raisons de se foutre sur la gueule quand on est footballeur, pour ceux qui ont joué en tout cas. Et il a cette singularité, en même temps il reste très rattaché à la culture foot majoritaire, c'est-à-dire que les clubs chez nous, ils prennent des noms comme le Bayern de Munich, voilà, ils détournent des grands noms de clubs, des Spartak quelque chose. Les joueurs arrivent, ils ont des maillots, parfois des marques parce qu'ils veulent reprendre les grands clubs. Il reste, voilà, pour donner un exemple quand même, hein, demain il y a un grand événement en fin d'année qui s'appelle le Challenge de printemps. Il y a 300 équipes en région parisienne. Les matchs de demain, ces 8e, ils ont été décalés parce qu'on savait bien que personne ne viendrait. Donc voilà, ça reste attaché à cette culture-là. Il y a cette fascination, cette interrelation très forte. Il y a des anciens joueurs pros qui sont venus chez nous. Il y a Furez, il y a Vicage de Rasso qui ont joué en foot à 7 et FSGT. Donc voilà, on est un peu là-dedans. C'est une articulation très complexe, dialectique. Hein, ça plairait beaucoup à Marx, même si lui s'est très peu penché sur cette question d'époque par ailleurs. Mais voilà,
Moi, par ailleurs, il y a quand même un vainqueur et il y a un perdant vainqueur à la fin, invaincu. quand même. C'est un autre. Bien sûr, il y a un vainqueur invaincu. Il y a des compétitions, des coupes nationales, des trophées. Il y a aussi sûrement il y a de la tension. Il y a des incidents. C'est absolument pas pour développer une image idyllique. C'est une alternative qui est même pas vivante. C'est une alternative qui est enracinée aujourd'hui et qui vit et qui est devenue peut-être même avec peut-être qu'il a développé son conformisme. Je sais pas. Mais en tout cas, en plus, il a une singularité, je pense, c'est qu'il a réussi à agglomérer des équipes qui venaient de plein d'horizons sociaux différents. Ce qui n'était pas gagné d'avance parce que je pense que le plaisir du jeu revient en premier. C'est-à-dire que comme c'est du foot à 7, moitié de terrain, on n'est que 7, tout le monde joue. Même quand vous perdez 7-1, vous avez tapé le ballon. Quand vous arrivez en foot à 11 aujourd'hui, si vous êtes un arrière droit, il y a moi ce qui était mon cas, il y a deux solutions. Ou vous subissez le match et les mecs sont meilleurs et vous passez votre temps à courir après un plus jeune qui a plus, c'est un pseudo Ben Arfa. Ou alors, votre équipe domine et donc vous regardez le match de loin se dérouler devant vous. Entre les deux, c'est pas très agréable. Donc voilà, je pense que c'est aussi une des raisons de succès, notamment pour tous ceux qui ont un certain âge, ce qui est mon cas par exemple. Nicolas Bonnet-Oulage, une autre façon de pratiquer sans militantisme et sa politisation au quotidien, vous êtes élu donc communiste à la mairie de Paris. Vous êtes également, vous l'êtes toujours depuis 2009, responsable de la commission sport au Parti communiste français. Et j'avais envie de vous interroger sur, parce que vous avez pris position, et ça nous avait un petit peu étonné, avec votre groupe communiste, pour l'organisation des JO en 2024. La candidature a été annoncée récemment par Anne Hidalgo. En même temps, vous avez écrit un livre, Libérer le sport, qui est un peu le produit de toutes vos réflexions collectives au sein du Parti communiste dans la commission sport, revendiquant une part d'utopie à la fois de solutions concrètes, mais aussi une part d'utopie, un chemin pour essayer de changer, d'inverser un peu le cours des choses. Or, par rapport, donc vous prenez, vous allez nous l'expliquer, des JO particuliers, je ne dirais pas jusqu'à dire des JO de gauche, mais en tout cas des JO différents de ceux qu'on voit aujourd'hui. Cela dit, je vais continuer comme ça. L'euro aujourd'hui, est-ce que ça vous satisfait ? Est-ce que c'est pas un mauvais avant-goût de ce que pourraient être les JO quand on voit aujourd'hui l'euro à Paris et en France ? Est-ce que c'est pas inquiétant ? Est-ce que l'utopie a vraiment sa place dans de telles manifestations ? Je ne suis pas satisfait de l'euro tel qu'il se présente aujourd'hui. Mais avant de répondre à la question sur les Jeux Olympiques et sur l'utopie, permettez-moi de répondre à la question de votre débat. Est-ce qu'on peut aimer le football en étant de gauche ou progressiste ? Je voudrais prendre ce chemin-là. Pourquoi ? Parce qu'avant d'être de gauche, moi j'ai joué au football et j'ai rêvé avec le football. J'ai commencé au foot à 5 ans, en milieu rural. Mon papa était entraîneur, mon grand-père avait joué au foot. Mon père a été l'un des fondateurs de l'école de football dans un milieu rural, une commune où on a 300 habitants. Le terrain, c'était un pré, les vestiaires, c'était des planches, et on se lavait dans le ruisseau. Et donc moi, j'ai connu un autre foot. J'ai connu un foot à 7 d'abord, puisque j'ai commencé très très jeune, à 5 ans, 6 ans, jusqu'à 11 ans, je jouais à 7, jusqu'en cadet. Ensuite, j'ai joué à 11, et j'ai joué en club, et d'ailleurs, c'était mon seul sport. C'est-à-dire qu'après l'adolescence, j'ai fait d'autres sports. Mais toute mon enfance, je n'ai fait que le football parce qu'il n'y avait que le football. C'était la seule offre de sport qu'il y avait dans la commune où j'étais. Et puis à l'école, on jouait qu'au foot. Dans la cour de récréation, c'était que le foot. Et c'était l'époque de Giresse, Platini, Tigana, Boniek. C'était un autre euro. C'était l'euro de 82. Voilà. Donc moi, en 82, j'avais 8 ans. En 84, pardon. 82, c'était le mondial. Mondial en Espagne. Donc en 84, moi, j'avais 9 ans. Voilà. Donc, j'ai vécu ça autrement. C'est-à-dire que le foot que l'on vit aujourd'hui, que l'on vit à travers la télé, et c'est ça un peu qu'il faudra étudier, c'est la place de la télé, la place de l'argent. Moi, je ne l'ai pas vécu pendant 20 ans de ma vie. Et ensuite, je suis arrivé à l'université, je me suis inscrit en sociologie, et à ce moment-là, mon papa est licencié de l'usine, avec un grand plan de licenciement. Alors, il s'avère que j'ai de la chance parce que du coup, je suis boursier, mais en même temps, je saisis les injustices, et je suis devenu de gauche. Et je me suis inscrit dans un syndicat à la fac, et on avait d'ailleurs aussi une équipe de foot à la fac, le FC Sociaux, avec des copains, où l'objectif, c'était pas la compète, c'était s'amuser entre copains à la fac. Et c'était, on s'en foutait de gagner, quoi. C'était surtout se retrouver entre copains, et c'était le dimanche que je jouais en compétition après. Vous voyez ? Donc moi, je dis ça, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une grande partie de la population vit ça aussi, et vit le football. Comme on dit, certains l'ont porté dans la Fédération française de football, le football d'en bas, le football où il y a le plaisir du jeu, le football où on vit avec ses copains,
le football qui structure presque une vie. Moi, je peux vous dire, mon père, ma mère, mon frère et moi, pendant des années, c'était le football qui structurait notre vie. C'était le lavage des maillots, c'était l'entraînement, et on attendait Téléfoot le soir. D'ailleurs, la chanson de Renaud, J'ai raté Téléfoot, je peux vous dire que moi, j'attendais Téléfoot jusqu'à 22h, enfin, je sais pas, c'était 10h à peu près le soir, j'attendais ça. Voilà. Donc, l'utopie, elle existe. Et il faut, et d'ailleurs, je pense que c'est un peu être de gauche, c'est aussi porter l'utopie, porter ses rêves et résister par rapport à les injonctions, notamment de l'argent. Alors maintenant, pour revenir à votre question... pourquoi soutenir la JO? Voilà, pourquoi soutenir la JO? Je vais revenir à la FSGT, si vous me permettez. En 1936, il y a les Jeux de Berlin. Auguste Delaune et Jean Guimier, qui sont les deux fondateurs de la FSGT, notamment Auguste Delaune, mais il y en a d'autres, mais parmi eux, ils s'opposent aux Jeux Olympiques de Berlin. Ce sont deux communistes, deux jeunes militants communistes qui se sont battus d'ailleurs contre la montée du fascisme en 1933, contre les Croix de Feu. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous demandons aux athlètes de ne pas aller à Berlin pour la paix. Mais en même temps, nous défendons l'olympisme et nous défendons une autre sorte d'olympisme avec la volonté de créer d'autres Jeux olympiques, notamment à Barcelone avec les Olympiades populaires. Je dis ça parce que c'est aussi les racines de l'histoire du communisme dans le sport et c'est les premiers moments où les communistes commencent à, en tant que parti, commencent à réfléchir, à proposer et à faire des choix politiques sur le sport. Alors il s'avère que dans cette période-là, à l'Assemblée nationale, les députés communistes ne votent pas contre le fait que les athlètes français aillent au JO. Donc il n'y en a qu'un qui s'est opposé à ce moment-là, mais pas les communistes. C'est quand même important aussi. C'était Mendès France. Mendès France. Donc je dis ça pourquoi? Parce qu'il y avait dès le départ, sur la question des Jeux Olympiques, la volonté de garder l'idéal olympisme sur deux bases. Et là, je vais répondre à votre question sur l'utopie et comment on a articulé notre positionnement, qui est valable encore ce soir. Deux bases. Un, d'abord la paix. Et d'abord l'idée qu'à travers l'olympisme, c'est le monde qui se retrouve. Et c'est l'idée finalement d'une fraternité, d'une universalité. Et derrière l'universel, c'est la question aussi des droits universels, et notamment le droit au sport. Et donc, ce mouvement-là, moi j'y crois encore et je me bats pour. Et je me bats pour que les Jeux Olympiques soient un grand moment de paix. On est dans une période où il y a énormément de guerres. Vous voyez ce qui se passe en Syrie, vous voyez l'état du monde. Si le sport peut contribuer à porter un message fort de paix dans le monde, eh bien on a tout intérêt à organiser les Jeux Olympiques. Cela dit, aujourd'hui, ce message il est illisible. Et illisible, pourquoi? Parce que l'argent a pris le dessus. Et parce que l'argent a pris le dessus sur les valeurs, et les valeurs universelles. Donc le combat qu'on a à mener, et le combat que je vais essayer de mener dans cette candidature de Paris, c'est de remettre au centre les valeurs universelles, la paix, la fraternité, l'accueil du monde. L'accueil du monde entier, c'est aussi comment on va accueillir ce public. Est-ce qu'on accueille dans des fan zones, comme c'est le cas dans l'Euro? Est-ce qu'on accueille dans des hôtels très chers avec une inflation des hôtels? Ou est-ce qu'on accueille chez l'habitant, par exemple? C'est une chose qu'on aborde d'ailleurs dans le bouquin avec Adrien Pécou à la fin du bouquin. La première question, c'est sur les Jeux Olympiques. Faut-il organiser les Jeux Olympiques? Et la dernière question, c'est sur les questions internationales et comment on reconstruit du lien à travers ces grands événements. Deuxième chose, je termine là-dessus, c'est la question du travail. On est en plein conflit social. Et moi, je voudrais d'abord saluer ce soir l'ensemble des militants qui se battent et qui se battent pour le service public, parce que d'ailleurs, s'il n'y avait pas le service public, l'état des poubelles dans notre pays ne serait pas là. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on a construit un service public pour ramasser les ordures ménagères, pour des hôpitaux, pour l'école, etc., c'est parce qu'il y a eu des conquêtes sociales. Et donc aujourd'hui, on est dans une résistance par rapport à une attaque sur le droit du travail. Et j'en viens aux Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce que l'un des arguments de toutes les candidatures, c'est de dire on va développer de l'emploi, ça va créer un développement économique, ça va être, vous allez voir, enfin, voilà, on est sur des enjeux économiques. Et je pense que la question de l'emploi, la question du droit du travail, notamment des travailleurs détachés aujourd'hui, qui posent une vraie question, et de se dire, est-ce qu'avec l'OIT par exemple, on pourrait imaginer un protocole comme quoi la question du droit du travail international s'impose à toutes les entreprises qui veulent être partenaires des Jeux Olympiques, et de remettre au cœur la question du droit du travail, qui est aussi une question universelle et qui est un facteur de paix. Et j'insiste là-dessus parce que Bernard Thibault a écrit un très bon bouquin sur l'histoire de l'OIT, où il dit l'Organisation internationale du travail a été créée après la Seconde Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale d'ailleurs, premièrement, et ensuite après la Seconde Guerre mondiale avec les accords aux États-Unis, je ne me rappelle plus la ville, mais non, c'est pas Bretton Woods. Bon, peu importe. Et à ce moment-là, c'est-à-dire que la question des conflits sociaux et des questions économiques est centrale pour la paix. Et donc,
Moi, je crois en la possibilité, à travers les Jeux Olympiques, de porter des messages forts et d'être sur une reconquête par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui avec le capitalisme qui a emprisonné le sport, qui a emprisonné les JO, et donc il faut les libérer. C'est le titre de notre bouquin, Libérer le sport. Je vous sens sceptique, Renaud Epstein. Non, moi j'écoutais ça avec intérêt. En même temps, on voit bien toute la difficulté qu'on a à penser la situation ou les dérives actuelles du foot, ou là plus généralement du sport de haut niveau à l'échelle globale, en référence avec un prisme historique qui renvoie aussi à un autre monde, et un monde aussi dans lequel, par ailleurs, les politiques se développaient dans un cadre national, parce que toute la difficulté qu'on voit là, et le débat que vous aviez sur les stades tout à l'heure nous renvoyait à ça, pose la question finalement de la souveraineté des gouvernements nationaux ou locaux dès lors qu'ils acceptent de jouer le jeu d'un foot globalisé. Comment est-ce qu'on peut encore définir une politique, même tout bêtement, municipale de sport ou métropolitaine de sport, construire un stade suivant telle ou telle norme, quand de toute façon ces normes vont être édictées par des instances internationales qui sont sans prise. Mais je dirais que ce débat, il dépasse largement le foot. C'est en ça peut-être que le foot est intéressant. Je veux dire, ce sont là des questions qui traversent l'ensemble des champs de la vie économique, sociale. Et on voit bien, je suis désolé de le dire comme ça, on voit bien aussi la difficulté qu'on a aussi à penser. On voit bien que ce monde ne nous plaît pas et qu'on a envie de lutter contre, et en même temps on n'a pas encore réussi à développer les modes d'action, les modes peut-être de pensée aussi, qui permettent de recréer de nouvelles formes de régulation, de nouvelles formes peut-être de lutte politique contre des pouvoirs qui sont si distants, si évanescents. Très bien de vouloir remettre des JO qui incarneraient les valeurs fondatrices des JO, mais comment est-ce que tu le fais quand en haut tu as des instances organisatrices qui elles-mêmes ont tourné radicalement le dos à ça. Donc sceptique, non, moi j'écoute ça avec intérêt, mais je ne vois pas aujourd'hui quels sont les leviers. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Au-delà de la vision globale, il y a aussi ce que ça renvoie à nos propres contradictions personnelles et introspectives presque. Par exemple, quand on va au stade, est-ce qu'on arrive à être... Est-ce que c'est possible d'être supporter et de gauche quand on va au stade ? Est-ce que, par exemple, on se laisse pas... Est-ce qu'il est possible d'aller au stade sans user d'insultes homophobes, par exemple, par rapport à l'arbitre ? Est-ce que ça renvoie aussi à ce genre de choses-là ? Nicolas Xismartov, quand vous allez au stade, vous dites l'arbitre méchant ? Je ne suis jamais arbitre quand je suis au stade. Non, c'est une vraie question parce que moi, je ne la comprends pas. Oui, mais c'est une vraie question que j'ai souvent entendue. Moi, j'ai toujours vécu ça très sainement parce que le foot, comme pour Nicolas, j'ai pas eu le choix. Mon père, il a joué au Racing Universitaire d'Alger, comme Camus, sa jeunesse. Donc, la maison, là, il y avait une religion, c'était ça, c'est le foot. Donc, ça s'imposait, c'était un monde dans lequel évoluer. Moi, j'ai construit mon chemin en étant un peu plus, en regardant un peu ce qu'il y avait de travers. Pour moi, le plus grand geste de gauche qu'on ait jamais fait au football, c'est la main de Dieu de Maradona. Voilà, je pense que c'est ça le football un peu subversif. Il y a pas d'autre. Moi, j'aime dans le foot quand ça dérape. J'aime quand j'aime les joueurs qui sont atypiques. J'aime les tragédies. Moi, je n'aime pas le foot. Pour moi, un match de foot, c'est Séville 82. C'est le match qui a marqué ma vie. Et pour moi, le foot, ça sera toujours ça. Je comprendrai jamais cette génération qui a découvert le football avec 98. Ils ont gagné une Coupe du Monde. Mon Dieu, quelle horreur. Et donc, c'est ça, à mon avis, et quelque part, être de gauche et avoir un sens du tragique. Moi, je ne suis pas de gauche progressiste. Moi, je suis désolé, j'ai d'autres références. Donc j'ai peut-être trop lu des mauvais auteurs dans ma jeunesse, j'en sais rien. Mais voilà, donc je pense que là, c'est là où, moi, j'ai jamais compris cette question, mais je la vois souvent apparaître. Je vois que tu as le bouquin de Michel. C'est un peu ces mêmes problématiques qu'on voit ressurgir. Donc pour moi, jouer au foot, c'est autre chose que regarder le foot ou être supporter. Jouer au foot, c'est quelque chose de naturel et on a tous aimé y jouer et c'est un plaisir. Et il y a 10 000 raisons qui peuvent l'expliquer. L'historien Alfred Wahl me citait un film néo-réaliste italien où on voit des gamins qui mettent une pierre sous un chapeau et tout le monde tape dedans et se fait mal. Ça les fait rire, mais c'est parce qu'on a ce geste-là, naturellement peut-être. Ça, c'est jouer au foot, c'est de s'éclater. Après, le fait de s'intéresser au foot en tant que culture populaire, mainstream, grand public, énorme, ça, c'est un autre débat. C'est comme si on demandait à quelqu'un, tu regardes des séries télé ? Oh putain.
Pourtant, tu sais ce qu'il y a derrière les studios de production, ce qu'ils font, l'argent qui est mobilisé, il y a des capitalistes, les stars de cinéma, c'est pas des gens ils prennent des substances illicites, il y a du sexisme, les femmes aujourd'hui au cinéma se battent sur la question de l'âge. Pourquoi pour avoir faire des films, il faut être une belle actrice de 20 ans et c'est ce qu'elles font subir à leur corps, il y aurait beaucoup à réfléchir. Donc voilà, moi ça m'amuse beaucoup parce que pour moi, être de gauche et aimer le foot, c'est quelque chose qui se pose même pas en des termes d'opposition, c'est bien plus fin et plus éclatant que ça. D'ailleurs, je me demande plutôt comment on peut être de droite, aimer le foot aujourd'hui. C'est plutôt ça la question que je me pose. Mais pour rebondir sur la question des JO et sur la question de l'euro, moi, à titre personnel, je pense au contraire que la forme de résistance et la forme c'est s'y opposer aujourd'hui, pas sur des questions de principe ou d'olympisme. C'est qu'aujourd'hui, je pense que dans les luttes et dans les situations économiques, l'argent ne doit pas aller là, aujourd'hui, en France. Voilà, aujourd'hui, même dans le domaine du sport, l'argent n'a pas à aller sur l'euro, l'argent n'a pas à aller sur les JO. Il y a d'autres besoins bien plus forts et je trouve dramatique qu'on nous explique qu'il faille attendre des JO pour construire des installations, des infrastructures dont la population a besoin. Alors ça fait un peu langage de campagne, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. C'est pour ça que, mais moi je suis peut-être une gauche un peu trop, je sais pas comment on dirait, dans le contre-pied et pas assez dans l'élan d'offensive. Moi, tu parlais du football offensif, il y avait un des rédacteurs de SoFoot qui avait écrit un très bon papier. Il disait que le catenaccio, c'est le vrai foot de gauche parce que c'est un foot de défense, de gens qui résistent et qui décident que ceux qui sont en face, ils sont plus doués, ils sont plus forts, mais on va quand même casser les trucs et c'est nous qui allons gagner. Et c'est un fort de solidarité. La défense, une bonne défense, c'est rien de plus dur. Hein. Parce que là, tu ne reposes pas sur un joueur talentueux qui va faire un exploit. Pour faire une belle défense, il faut qu'on soit tous ensemble, bien alignés. Et donc, moi, je me dis peut-être que je suis... Voilà, mais je suis dans les contradictions parce que c'est ça qui est beau dans le football. C'est un sport de contradiction. Il se passe 10 choses dans le même match. Contrairement à d'autres disciplines sportives qui sont beaucoup plus linéaires. Voilà, donc... Comment on peut être de gauche et aimer le foot ? Moi, je suis pour que tous les gens qui ne sont pas de gauche se demandent pourquoi ils ne l'aiment pas. Cécile Chartrain, vous ? Ouais. Comment vous vous sentez dans ce corps entre ces deux aimer le foot, être progressiste, pouvoir entendre des propos discriminants et en même temps continuer à entretenir cette passion ? Écoutez, moi je crois que j'ai un rapport très primaire au ballon. Depuis toute petite, voilà. J'apprenais mes leçons en jouant au foot. C'était ça qui me permettait de me concentrer. Donc je pense que cet amour du ballon et du foot, je ne le perdrai jamais. Maintenant, c'est vrai que ce que tu soulignais tout à l'heure sur les insultes sexistes, homophobes, qu'on entend régulièrement dans les stades, ça fait partie des choses pour lesquelles moi je me suis éloignée du foot masculin, pour lequel je me passionnais autrefois. Et donc aujourd'hui, j'ai reporté mon affection et mon intérêt plutôt sur le foot féminin. Je trouve qu'il s'y passe des choses vraiment intéressantes. Qu'il y a des luttes à mener aussi bien pour l'équité, l'égalité des salaires femmes-hommes, l'égalité des primes, qui sont des problèmes récurrents, notamment en France, puisque aux États-Unis, il y a quand même un mouvement de joueuses qui s'organise pour faire valoir ses droits. Et pour obtenir les mêmes gains financiers que les hommes. Là, en France, ce n'est pas le cas au sein des clubs, au niveau de l'équipe nationale. C'est pas le cas du tout. Comment... Il y a des décalages dans les primes qui sont assez énormes. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est sans comparaison. En gros, tu te qualifies en finale pour une compétition féminine, c'est l'équivalent de ce que tu gagnerais en t'arrêtant au premier tour dans la compétition masculine. Bon... C'est à niveau de compétences égales, ça questionne quand même. Après, dans d'autres pays, par exemple, il y a eu le cas c'est l'équipe du Japon, je crois, qui avait gagné une grande compétition internationale, qui était championne du monde ou championne olympique, j'ai des trous de mémoire, et qui a dû voyager en seconde classe. Alors que l'équipe masculine voyageait toujours en première classe. Donc voilà, moi c'est des choses qui me révoltent, ou en tout cas sur lesquelles je trouve qu'il est important de travailler. Et par ailleurs, c'est vrai que quand on voit les salaires et cette abondance de fric qu'il y a dans le foot masculin, en gros, la différence de salaire entre les femmes et les hommes en France au niveau du foot, à ma connaissance, la joueuse la mieux payée gagne 16 000 € en France, c'est Laura Georges, par mois, ce qui est déjà beaucoup, hein, entendons-nous, par rapport à d'autres activités sociales et par rapport à d'autres sports.
c'est assez injuste aussi, cette comparaison entre le foot et les autres sports. Mais au regard des hommes, il y a toujours cette différence de salaire, puisque Zlatan Ibrahimovic gagnait plus d'1 million d'euros par mois, rien qu'en salaire, je crois. Le salaire moyen en L1, il tourne autour de 44 000 euros, je crois. Le salaire moyen, tous les jours. Voilà. Mais bien sûr, il y a des stars comme. Mais les salaires sont durs à savoir parce qu'il y a le salaire et il y a tous les contrats de sponsors qui touchent assez peu les femmes dans le football. Voilà, alors chez les femmes, donc le plus haut salaire, 16 000 euros. Les contrats de sponsoring, je pense que ça ne vole pas très haut non plus. Et le salaire moyen, en fait, il faut savoir qu'à part dans les 2 meilleures équipes de Division 1 féminine, qui sont Lyon et le PSG, où les joueuses arrivent enfin à vivre de leur sport et à l'exercer à plein temps. Il y a beaucoup de joueuses, même en Division 1, qui gagnent 700 euros par mois en jouant au foot et qui doivent travailler par ailleurs dans des magasins de sport ou dans des mairies ou ailleurs, quoi. Donc, bon, c'est un enjeu hyper important pour nous, les dégommeuses. Voilà. Oui, juste, si je peux me permettre, à la question comment est-ce qu'on peut être progressiste de gauche et aimer le foot, je crois que la meilleure réponse moi, que j'ai entendue quand on a préparé ce numéro, c'est en écoutant Cécile nous raconter les actions des dégommeuses, parce que je pense que ça nous montre qu'il y a à l'intérieur de ce système vérolé, gangréné, qui est le système foot, il y a des micro-niches. C'est pas ça qui va changer le foot, mais je pense que c'est le genre d'action, je pense que tu pourras évidemment parler bien mieux que moi, qui te redonne confiance dans l'idée que tu peux faire des belles choses là-dedans et combiner une manière de vivre cette passion et de mettre ça en adéquation avec certaines formes d'engagement politique. Ouais, moi, je pense en plus que c'est tellement devenu un sujet dominant dans la société. Les gens ont tellement du mal maintenant à s'emparer des sujets de société. Par contre, le foot, ça leur parle. Et donc, il y a énormément de thématiques, parce que le foot, moi, je refuse cette idée que c'est un miroir de la société. Il est incrusté dans la société, il en est un acteur. Mais le foot mobilise tellement de sujets que c'est un moyen incroyable, quand on fait de la politique, d'interpeller et de parler de la population. Rien n'est plus bête que de dire Benzema, on ne va pas rentrer dans cette polémique, ce qu'on peut entendre dans certains cercles d'extrême gauche, c'est un truc qui concerne quelques beaufs qui sont ou racistes ou pas. Il faut s'en emparer de tous les sujets. Les quotas, il fallait s'en emparer. Il faut s'emparer de toutes les thématiques du football. Et les supporters, il faut s'en emparer pour en parler, parce que derrière, il y a la question du travail, il y a la question des égalités, il y a la question des genres, il y a la question, et il y a aussi également la question du racisme. Ça permet de rentrer même dans la finesse des définitions de ces problématiques-là et de parler à des populations ou à des franges. On dit que les gens ne s'intéressent pas à la politique. Là, on peut recommencer à les intéresser à travers un truc qui est quand même plus tout kiffant à regarder le reste du temps, donc ça va. C'est un bon prisme d'entrée dans la politique. Ouais, vous voulez réagir? Oui. Juste pour rebondir sur l'Euro et ces grandes compétitions internationales qu'on décrit un petit peu, nous, avec les dégommeuses, on a quand même trouvé un moyen d'en tirer notre parti. Puisqu'on sait que les médias sont très mobilisés sur cette période. Et donc, par exemple, cette année, avant l'Euro qui va débuter, là, on a décidé de travailler autour de la question des réfugiés LGBT et de sensibiliser le grand public à cette question en lançant notre euro solidaire, qui était un euro donc, des réfugiés. Et donc, nous avons invité une délégation de différentes personnes qui ont trouvé l'asile dans plusieurs pays d'Europe en raison de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle. On les a invités à Paris, on a fait du foot ensemble, ce qui leur a permis de rencontrer d'autres gens qui n'étaient pas du tout au courant de ces questions. Voilà. Et c'est vrai que le foot crée ces points d'accroche à un moment donné. C'est quand même un sport collectif, donc il y a de l'échange possible. C'est un des gros avantages du foot. Et puis, à côté du foot, on a eu l'idée de créer plusieurs espaces de débat. Donc, on a fait une expo photo autour de la question de l'homosexualité en RDC. On a organisé des débats avec les jeunes dans une école du 20e notamment, où les personnes ont pu raconter leur expérience et échanger avec les jeunes. Voilà, donc il y a un moyen aussi de profiter de cette fenêtre médiatique pour faire avancer nos causes, finalement. Donc c'est quand même un bénéfice secondaire, je dirais. Vous parliez des réfugiés. On avait invité un supporter de St. Pauli, le club aujourd'hui en Division 2 allemande, et qui a été avec tout un réseau de supporters
pour le coup, là, plutôt classé à gauche, et s'assumant comme tel, qui avait lancé les panneaux réfugiés welcome, toutes les banderoles dans les stades. Pour reparler de stade et finir, parce que le temps nous est compté, nous allons terminer, Nicolas Bonnet-Oulalge, comment on peut être élu donc, de la mairie de Paris et du coup être un peu obligé de supporter le PSG, non ? On n'est pas obligé, je ne supporte pas le PSG. Vous supportez le Red Star, logiquement. Oui, je suis d'ailleurs intervenu récemment et j'ai soutenu le fait que Paris soit solidaire avec le Red Star pour qu'il trouve un club à Jean-Bouin, puisqu'il jouait à Beauvais. Beauvais n'a pas voulu reconduire le contrat. Et on sait aujourd'hui que malheureusement, le Stade Bauer n'est pas encore en capacité d'accueillir, sinon il redescend en national. Donc moi, il me semblait que c'était quand même important qu'on ait un deuxième club en région parisienne, en Ligue 2, avec peut-être la possibilité qu'ils montent en Ligue 1, et donc qu'ils aient une solution de stade. Donc moi, je pense que derrière le PSG, il y a beaucoup de questions qui se posent. J'ai évoqué tout à l'heure la question du travail, mais on sait que les personnes qui financent le PSG, notamment le Qatar, sont en train de construire des stades pour la Coupe du Monde en s'appuyant sur l'esclavagisme, et avec énormément de personnes aujourd'hui qui décèdent sur des chantiers. Donc on a un vrai problème, c'est-à-dire que là, si on veut politiser, il faut se poser la question. Le premier budget de Ligue 1 en France, et l'un des premiers en Europe, fait finalement une opération de communication, une opération, parce qu'ils mettent de l'argent, ils ne récupèrent pas de l'argent sur le PSG, ils mettent beaucoup d'argent, mais pour finalement une opération géopolitique, une opération de communication géopolitique. Donc là, il y a une vraie question, être de gauche ou de droite. Moi, quand je vois par exemple Red Star, qui est un club populaire, qui est né à Paris d'ailleurs, et qui ensuite s'est développé en Seine-Saint-Denis, qui est le plus petit budget de Ligue 2, je crois que c'est 6 millions de budget, et qui arrive presque à monter en Ligue 1, mais j'ai envie de les aider. Et j'ai envie c'est pas de politiser, mais de montrer qu'il y a des chemins possibles. Pour revenir à votre question, est-ce qu'on peut changer la donne ? La question est une question de pouvoir. On le voit très bien avec les clubs de Ligue 1. La majorité des clubs de Ligue 1 sont tenus par des oligarches, par des gens qui sont très riches, par l'exemple du Qatar. Donc la question fondamentale, c'est est-ce qu'il y a une possibilité de réappropriation populaire de la direction des clubs ? Et donc là, on voit que les mouvements des supporters qui sont en train de naître un peu partout, que ce soit à Bordeaux notamment contre le naming de Macmut, que c'est aujourd'hui aussi à Marseille, que l'on voit ce qui se passe au Red Star où ils lancent un crowdfunding pour essayer de reconstruire le stade Bauer et pour rester à Bauer. Là, on voit qu'il y a possibilité avec l'implication citoyenne. Et c'est là qu'en tant que communiste, moi, j'ai envie de donner cette voie-là pour transformer le sport. Et ce qui est valable pour le club, ça peut être valable pour les JO, ça peut être valable pour l'UEFA, ça peut être valable pour la FIFA. C'est ça, être révolutionnaire. C'est donner la perspective, la voie, qu'on peut changer les choses en impliquant les gens. Mais pour impliquer les gens, il ne faut pas dire « c'est impossible, vous n'y arriverez jamais ». Il faut essayer, étape par étape, de voir où sont les brèches, comment on peut faire, etc. Je prends l'exemple de l'UEFA et de la FIFA, qui vient de vivre une crise énorme. À partir de cette crise, est-ce qu'on peut proposer un autre modèle ? Un modèle avec plus d'éthique, en impliquant, par exemple, les licenciés des clubs de la base. Voilà, c'est des questions comme ça qui permettent de politiser le sport et d'essayer de trouver la voie pour finalement le libérer de l'argent. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre pour ce troisième et dernier débat. Merci Stéphane Aliès. C'est bien sûr demain le lancement de l'Euro 2016. Il paraît. Merci à toute l'équipe de Mediapart. Merci aussi à nos équipes techniques, Pierre Catan, Benjamin Lelon, notamment de Small Bang. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, il vous reste encore quelques minutes pour profiter de l'offre de Mediapart. 4 mois à 19 €. Abonnez-vous. Seul le lecteur peut acheter Mediapart. C'est important pour nous. Allez les Bleus si vous aimez le foot. Au Lakers, dans le cas contraire, cela ne dure que 3 semaines, je crois. Ça devrait passer assez rapidement. 4, pardon, j'ai sous-estimé, mais c'était pour vous mettre du baume au cœur sur Zoom Corda. Pour terminer ce live, gros plan sur un joueur engagé, le Brésilien Socrates, capitaine des Corinthians de Sao Paulo, en pleine dictature militaire au début des années 80. Ce joueur a transformé chacun de ses matchs en un meeting politique. Socrates figure parmi les héros du documentaire Les Rebelles du foot qui avait été diffusé sur Arte en 2012. Un extrait pour se quitter en beauté. Bonne soirée, à très vite, abonnez-vous. Merci. On peut se servir du football pour éduquer les gens, faire passer des idées de progrès en courant derrière un ballon, participer à la démocratie en marquant des buts.
Pas de programme politique. En 1980, j'avais 14 ans. Et je ne savais pas que le Brésil était encore une dictature militaire. Je ne savais pas qu'à Sao Paulo, des joueurs avaient décidé de se libérer et de lutter pour la démocratie. Leur leader, Socrates, capitaine de la Seleção et des Corinthians. Socrates, héros du peuple et du Brésil. On rentre sur le terrain devant 40 000 personnes, avec une banderole qui dit « vaincre ou perdre », mais toujours avec la démocratie. Et ce collectif a porté sa fraîcheur dans le football brésilien. Une fraîcheur comme il n'y en avait jamais eu dans le football brésilien. Et ils ont eu le courage de rentrer sur le terrain, un jour de finale du championnat, avec cette banderole « vaincre ou perdre, mais toujours avec la démocratie ». Cela a été un grand succès. Cela a été merveilleux. Cela a été magnifique de rentrer avec cette banderole et ainsi d'aider à mobiliser la population brésilienne en faveur des élections présidentielles directes. Tout le Brésil a soutenu ce mouvement. Nous étions fiers de participer à éveiller la conscience politique du peuple brésilien. Et Socrates prend le risque de dire devant 2 millions de personnes qui sont rassemblées sur la place de la cathédrale que si les élections présidentielles directes sont acceptées par le gouvernement, il ne partira pas jouer en Italie, il restera au Brésil.